Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de la littérature sur les infections associées aux soins. Une revue de la littérature qui porte comme chaque semaine sur un certain nombre de journaux, notamment des journaux de maladies infectieuses, d'hygiène, de microbiologie ou de réanimation, ainsi que des journaux généralistes comme le Lancet ou encore des réseaux sociaux comme Twitter. Alors un premier article qui n'est pas vraiment un article original, puisqu'il s'agit d'une revue de la littérature qui a été publiée dans JAMA et qui en fait reprend l'ensemble des caractéristiques des infections à Clostridium difficile, que ce soit des caractéristiques de diagnostic, de traitement pour ces infections chez les adultes. Je trouvais cet article intéressant pour plusieurs raisons, et la principale étant que la synthèse est bien faite, et notamment avec un effort infographique qui est assez surprenant, des images très bien faites sur la physiopathologie de l'infection, des algorithmes décisionnels qui sont également assez bien faits, que ce soit d'un point de vue microbiologique ou d'un point de vue du traitement des infections. Et donc je pense que c'est un article qui est intéressant à lire et qui peut faire partie en fait des références pour l'utilisation et la pratique des hygiénistes. Un second article, toujours sur la thématique du Clostridium difficile, toujours sur les aspects plutôt revue de la littérature, qui a été publié dans le Journal of Hospital Infection de Frédéric Barbu, sur les aspects environnementaux maintenant du Clostridium. Dans cet article, Frédéric reprend l'ensemble des techniques de désinfection, que ce soit les infections manuelles ou par l'utilisation de produits dits non-touch, sans contact. Tout d'abord, l'eau de Javel a démontré son efficacité contre les Clostridium, et il y a un problème d'observance, de temps et des compétences des personnels qui réalisent ces désinfections entre deux patients avec finalement une efficacité qui est très variable d'une personne à l'autre. Il y a d'autres systèmes, notamment les systèmes UV, qui semblent marcher, qui sont faciles à utiliser. Il y a peu de littérature assez efficaces, je dirais, qui démontrent la preuve, mais ils sont faciles d'utilisation, ils ont une intensité qui dépend de la distance et du matériau, avec des reflets des UV qui sont variables. Lorsqu'il s'agit d'une vitre, les reflets sont moins importants et donc l'efficacité est moins importante, et une durée d'action qui est de l'ordre de 60-80 minutes, donc on voit assez vite les difficultés de mise en œuvre dans le cadre de la routine d'un service. Troisième possibilité, le peroxyde d'hydrogène. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut faire hors présence, comme pour les UV d'ailleurs, qui fonctionne a priori avec peu de pollution, puisque l'hydrogène se transforme en eau et en oxygène. Et il est facile d'utilisation, avec une durée supérieure à 2 heures et des concentrations qui sont dépendantes en fonction de la situation de l'appareil dans la chambre et également de la taille de la chambre. Alors la stratégie en fait évoquée par Frédéric Barbu serait plutôt de mixer un peu les deux, c'est-à-dire de faire une désinfection manuelle avec un système no-touch en parallèle, mais il y a un coût à tout ça avec des problèmes également d'installation, d'intégration de ces matériels aux équipes. Ça peut prendre du temps en termes d'éducation, et puis l'architecture de la chambre qu'il faut également prendre en compte. Éventuellement, l'utilisation de méthodes de coût-efficacité pourrait être intéressante pour voir si ce matériel peut être utilisé en routine. Un troisième article publié dans le Journal of Antimicrobial Chemotherapy qui a essayé de voir quel était l'impact d'un programme d'antibiotic stewardship sur l'incidence des infections à Clostridium difficile. C'est une revue de la littérature qui a été suivie d'une méta-analyse dans une équipe assez expérimentée dans le domaine, l'équipe de l'hôpital d'Iowa, dans l'Iowa, notamment l'équipe d'Eli Perenchevich. Un troisième article publié dans le Journal of Antimicrobial Chemotherapy qui a essayé de voir quel était l'impact d'un programme d'antibiotic stewardship sur l'incidence des infections à Clostridium difficile. C'est une revue de la littérature qui a été suivie d'une méta-analyse dans une équipe assez expérimentée dans le domaine, l'équipe de l'hôpital d'Iowa, dans l'Iowa, notamment l'équipe d'Eli Perenchevich. Une étude maintenant du Clinical Infectious Disease Journal qui a essayé d'évaluer l'impact d'un bundle de mesures sur la prévention de la colonisation des infections à KPC
dans une unité de longue durée, hein, dans un secteur de long séjour aux États-Unis. Donc, c'est une étude multicentrique qui a été menée sur des hôpitaux de long séjour, comme je le disais, avec une phase de pré-intervention qui se basait sur le dépistage semi-annuel des patients présents pour recherche de KPC sur une période de 16 à 29 mois, et suivi d'une période d'intervention avec des dépistages à l'admission de l'ensemble des patients, hebdomadaires chez les patients présents, et puis des précautions contact et un secteur dédié des patients positifs lorsque les dépistages étaient positifs, et puis une toilette quotidienne de l'ensemble des patients à la chlorhexidine 2%, associée à une formation des soignants pour la prévention de la transmission de ces bactéries. Et en fait, ce qu'il est montré, c'est qu'il y a une diminution significative de 45 à 35% environ de la prévalence des KPC lors de la période d'intervention, et avec une diminution significative du nombre d'hémocultures revenant positives à KPC, et donc de bactériémie à KPC suite à la mise en place de cette intervention, et également des contaminations à KPC. Donc les auteurs concluent au fait que ce bundle présente un intérêt dans la prévention des KPC en long séjour. Il faudrait analyser de manière un petit peu plus précise ces données. Il s'agit d'une méthode avant-après, une étude quasi expérimentale qui est discutable, et donc les résultats sont intéressants, mais peut-être que d'autres études pourraient confirmer tout cela. Pour continuer, une étude publiée dans AAC qui a analysé des données d'une surveillance sur des souches transmises à un groupe qui s'appelle SMART pour évaluer la dissémination des NDM, des gènes NDM parmi les entérobactéries. Alors donc 135 souches ont été évaluées provenant de pas mal de pays à travers le monde, hein, et ce qui n'est pas très surprenant, c'est qu'on retrouve une majorité de NDM au niveau de l'Inde, une majorité de NDM chez les entérobactéries, et une augmentation a priori du nombre de NDM chez les Acinetobacter. Et pourquoi j'ai sélectionné cette étude? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le NDM peut être présent chez Acinetobacter ptii, ce qui est discuté dans cet article, et qu'il y a une dissémination environnementale de cet Acinetobacter, et donc un réservoir environnemental de la résistance. La deuxième chose est que ce gène de résistance est principalement présent en Inde, et que ça représente un réservoir commensal énorme. Et la troisième raison, c'est qu'il y a des émergences de ces gènes de résistance dans des pays qui sont assez peu surveillés, notamment en Serbie, qui se rapproche beaucoup plus de nous. Et donc, il va falloir, à mon avis, surveiller de manière très proche la dissémination de ce genre de gènes. Et c'est en tout cas ce qu'essaient de discuter les auteurs dans cet article. Enfin, un article du JAMA, Just for Fun, qui a analysé les données Medicare-Medicaid aux États-Unis pour essayer de voir quelles étaient les raisons des réadmissions des patients suivant une chirurgie. Et en fait, la première raison, bien entendu, c'est la survenue d'une infection post-opératoire, avec de l'ordre de 20% des patients qui reviennent à l'hôpital suite à une infection, et principalement des patients qui ont des chirurgies vasculaires, notamment des prothèses au niveau du trépied fémoral, ou des prothèses au niveau des membres inférieurs. C'est un article que je vous conseille de survoler, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des données sur les réadmissions comme ça, des données assez précises et sur un grand nombre de patients. Les bonus Twitter de la semaine, tout d'abord un cours en ligne du professeur Arnaud Fontanet sur des méthodes d'épidémiologie qui a débuté en janvier et qui continue ce mois de février. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le blog gabrielbienvent.fr. Ce sont des cours qui bien évidemment sont très bien faits, puisque faits par le professeur Fontanet. Donc voilà, allez-y, connectez-vous, ça vaut vraiment le détour. Deuxième chose, une publication du CDC sur les aspects financiers que les États-Unis sont prêts à mettre en œuvre, notamment pour 2016, pour lutter contre la dissémination de l'antibiorésistance. Il y a des choses intéressantes au niveau infographique, des petits dessins qui sont intéressants. Et troisième point, un manuel qui a été publié par le CECLIN Sud-Est, il me semble, sur les préventions des bactériémies associées aux soins au Canada. Ce sont des recommandations canadiennes, donc, qui ont été transmises par l'intérieur de Twitter par le CECLIN Sud-Est.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les nouveaux articles. Vous verrez à la fin un dernier article sur les aspects organisationnels des équipes d'hygiène, une revue de la littérature. Au revoir.